avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. C'est le grand retour de la team d'Avec ASA Sport après 2 semaines d'absence. On est ravis de vous retrouver sur Logos FM comme chaque mardi à 18h, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Clermont Sport est venu en force avec Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Et Léa Zuzart. Salut Léa. Salut, bonsoir à tous. Allez, on va commencer la première partie avec les résultats du week-end. Il y avait 2 clubs qui jouaient face à Évreux et on a pris 2 défaites. Bah voilà, c'est comme ça. Deuxième et troisième partie, nous serons avec les dirigeants et le coach du MIF. On aura sur la deuxième partie le directeur général Frédéric Forestas qui sera avec nous au téléphone. Et dans la troisième partie, le coach Stéphane Dieff qui sera également avec nous au téléphone. On terminera avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz. Allez, on commence avec ces 2 résultats du week-end. On commence avec la Jave. La Jave donc qui s'incline 82-96 face à Évreux, mais la Jave qui fait quand même un beau parcours dans son championnat, toujours 6e. Et puis surtout la Jave qui a 3 matchs de retard. Il y avait eu beaucoup de reports. Alors est-ce qu'avec ces 2 matchs de retard et malgré cette défaite, on peut considérer que les playoffs c'est dans la poche, Johan? Oui, on peut. Sans trop prendre de risques, surtout que les clubs qui suivent, là je crois que c'est au moins les 5 clubs qui suivent la Jave ont tous 2 ou 3 matchs d'avance. C'est ça. Ce sera plus compliqué par contre de grimper au classement parce que pareil, les clubs devant ont aussi des matchs de retard. Donc je pense qu'ils vont être bien accrochés à leur 6e place, ça va leur permettre de jouer les playoffs et du coup ça va permettre d'atteindre les objectifs que le club s'était fixé en début de saison. Après l'idée ça va être d'aller le plus loin possible parce que la Jave c'est un club qui a les moyens de faire autre chose que de participer aux playoffs et ils le savent très bien. Et le coach Guillaume Vizade le sait aussi, donc oui, je pense pas prendre trop de risques à dire qu'ils joueront les playoffs cette année. Alors, on va rappeler la formule avant que je te passe la parole, Léa. Le premier monte directement au niveau supérieur en Pro A, et puis ensuite il y a un mini championnat des playoffs entre le 2e et ça descend jusqu'au 9e, sauf s'il est vainqueur de la Leaders Cup. Alors, c'est un peu compliqué, mais voilà, dans ce mini championnat, c'est Camoulox un peu. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais dans ce mini championnat, celui qui le remportera montera également au niveau supérieur. Léa, ton avis sur cette saison de la Jave? Oui, je pense qu'ils font une très bonne saison. Vraiment, il y a beaucoup de positifs sur beaucoup de matchs. Ils ont été très forts à domicile, toujours emmenés par leur public. En plus, cette année, ils ont eu vraiment la chance d'avoir tout le temps leur public, ce qui a été compliqué les dernières années. Donc, je pense que ça leur a beaucoup servi aussi. Donc c'est une très bonne saison pour eux. Effectivement, je pense qu'ils seront en play-off. Et comme le disait Johan, je pense vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose. Enfin, on peut vraiment les suivre, à mon avis. Je sais pas s'ils iront au bout, mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire de belles choses. Et je pense il faudra vraiment les suivre dans ces play-offs. Pourquoi pas pour nous surprendre. On va pratiquement remettre les compteurs à zéro dans ces playoffs puisque ça va être des matchs à élimination directe, donc tout est possible. On peut vraiment tout envisager et pourquoi pas espérer une montée. Est-ce que c'est souhaitable tout de suite? Ça c'est, je sais pas. Honnêtement, moi en tant que chroniqueur supporter, je te dirais oui, vaut mieux être ambitieux. Après, t'as sûrement des dirigeants qui diraient l'inverse. Je pense que de toute façon ils jouent pas pour perdre, la Jave. Ayant déjà eu la chance d'interviewer le coach Guillaume Vizade, vu son état d'esprit, etc. Je suis pas sûr que ce soit un coach qui coach pour perdre ou pour faire match nul. C'est un gagneur, donc lui, si ça peut monter, ça montera. Après, je pense que ça, c'est des problèmes de riches. Quand tu montes, t'as toujours le moyen un petit peu de t'adapter. Au pire des cas, tu t'adaptes pas, tu fais le yo-yo. Mais au moins, tu montes. Enfin, je veux dire, faut être un peu ambitieux. Après, là, surtout au-delà de ça. C'est une première année complète, pleine après l'épisode Covid et elle est réussie déjà puisqu'ils ont atteint les objectifs. Donc là l'idée ça va être de pas sortir trop vite des playoffs et de pas s'écrouler. Donc oui, c'est des matchs importants, un peu couperés. Après c'est vrai que la Jave justement sur des matchs un peu couperés, des fois ils se trouent un petit peu. Donc il va falloir qu'ils soient vraiment concentrés dès le démarrage pour pas rater l'amorçage des playoffs, quoi. Et puis on va redire quelque chose qu'on avait déjà dit pour les Panthères de Chamalières, c'est qu'il va y avoir un vrai marathon là pour rattraper ces 3 matchs de retard. Ça va être un match tous les 3 jours. Est-ce que ça aussi, ça peut ne pas jouer un peu sur le physique? Il va vraiment falloir consacrer du temps à la récup.
Écoute, en NBA, ils jouent une fois tous les 2-3 jours et ils sont pas morts. C'est vrai. Voilà. Bon, après, ils ont pas les mêmes salaires, hein, mais ça enlève pas la fatigue. Ils y arrivent. Ils ont 90 matchs dans la saison, ou je sais pas combien. Quand ils font les playoffs, ça monte même au-delà des fois. Et écoute, ils ont l'air de bien s'en sortir. Après, c'est sûr que ça peut faire la diff si en face t'as une équipe qui a des joueurs plus frais, ça c'est sûr. Alors, prochain match, ça sera contre Blois. Blois qui est actuellement 4e. Je rappelle que la Jave est 6e de son championnat. Donc, quasiment un concurrent direct. Blois qui compte un seul match en retard. Et puis ensuite, donc ce match face à Blois, ce sera à Blois le samedi prochain à 20h. Je vais y arriver. Et puis, à domicile, ils vont rattraper un match de la 16e journée. Ce sera face à Nantes. Nantes qui est avant-dernier. Donc là... on a envie de dire victoire obligatoire. Allez, on va enchaîner avec l'autre club régional qui jouait face à Évreux. Donc Évreux qui nous aura fait très mal. C'est les Panthères de Chamalières qui clôturaient leur championnat à domicile. Il restera un match face à Aix-Venelle samedi prochain. Ce sera également le 26 à 20h. Et pour ce match face à Évreux, c'était une délocalisation à Riom. Après les délocalisations à la Maison des Sports, c'est le club de Riom. Alors là, quand on parle de Riom, on pense forcément volley, qui accueillait les Panthères de Chamalières, qui a mis les petits plats dans les grands. Un match qui avait été mis sur le thème du retour des légendes. Et effectivement, on avait quelques grands noms du volley riomois qui étaient présents dans les tribunes et qui sont descendus sur les terrains. Alors on n'a pas pu avoir tout le monde déjà parce que certains ne sont plus dans la région. On avait quelques cas contacts ou quelques cas Covid, donc il a fallu faire avec, évidemment, s'adapter en cette période. Un coup d'envoi qui a été donné par Renaud Lavillenie, qui est venu encourager les Panthères et qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Bref, si le résultat n'a pas été là, ça a été quand même une vraie fête du volley devant plus de 1200 personnes. Il y avait bien longtemps que ce gymnase de l'amitié n'avait jamais aussi bien porté son nom et n'avait pas revibré autant pour du volley. Alors du coup, comme la saison est presque finie pour les Panthères, on va faire un petit bilan. C'est quoi le bilan de la saison pour toi, Léa, des Panthères de Chamalières ? Je pense qu'il est plutôt positif parce qu'elles ont atteint leur objectif qui pour l'instant reste le maintien. Elles n'ont pas encore ambition à vouloir faire beaucoup plus. Donc sur le maintien, elles l'ont assuré déjà il y a quelques matchs. Donc ça, c'est très positif pour elles. Là, sur le match, effectivement, à Évreux... on les a sentis un peu plus relâchés. Enfin, c'était un peu trop même. Un peu trop, voilà. C'est pas le niveau qu'on connaît d'elles et du coup c'est dommage parce que comme tu le disais, c'était une belle fête et ça aurait été bien aussi d'avoir une victoire au bout. Mais bon, voilà. Après, c'est la fin de saison, peut-être aussi un peu de fatigue et puis de relâchement dû au fait qu'il y a moins d'enjeux étant donné qu'elles savent déjà qu'elles sont maintenues. Mais du coup, non, c'est une bonne saison. L'objectif est atteint. Mais maintenant, ça va être surtout l'objectif de continuer dans les prochaines saisons et d'espérer un peu plus que le maintien maintenant et ça ça va être avec le temps quoi. Alors Johan, le bilan de cette saison, est-ce qu'on va se contenter du maintien ou est-ce que vraiment maintenant il faut viser plus haut ? Je sais, moi, mon état d'esprit à moi, c'est qu'il faut toujours viser plus haut, quoi. Parce que quand tu vises un peu plus haut, au pire des cas, tu te retrouves juste un petit peu en dessous. Quand tu vises le bas, t'es en bas, ça c'est sûr, hein. Mais après, le VBCC, c'est un contexte qui était particulier. Il y a eu des changements au niveau de l'organisation, etc. Puis pareil, alors je ressors toujours cette excuse. Tout le monde peut me dire, oui, mais bon, c'est pareil pour tous les clubs. Il y a eu la première année pleine, hors Covid, etc. Les clubs se relancent. Donc déjà, ils atteignent leur objectif. Le club atteint son objectif, donc déjà, bravo pour ça. Après, oui, je sais que le coach Atman Toubani, pareil, c'est un gagneur. Et il doit en avoir un petit peu marre de jouer le maintien chaque année, il doit avoir envie d'autre chose. Ce club en a besoin, le public en a besoin. Et moi, je suis pas inquiet. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place et ils vont réussir à aller chercher autre chose que juste le maintien les années suivantes. Après, pour les auditeurs qui le savent pas, le volley-ball et notamment le volley-ball féminin, c'est un sport un peu particulier puisque c'est des contrats souvent de 1 an. Donc ça veut dire que chaque année, les clubs repartent avec 80, 90%, voire des fois 100% d'effectifs renouvelés. Et donc, c'est toujours un travail de longue haleine, de redémarrage à zéro, etc. Donc, en tout cas, chaque année, le club de Chamalières fait un gros boulot avec ses moyens. Et voilà, là, les objectifs sont atteints.
Mais moi, oui, c'est sûr que j'aimerais bien voir autre chose qu'un maintien à titre perso, mais bon. Et chaque année, un petit pas de plus. Alors, c'est vrai qu'au classement, ça se voit pas forcément parce qu'au final, quelqu'un qui se contente de regarder, de lire les classements, va dire, il termine à la même place que l'an dernier. Mais l'an dernier, il y avait un club de plus et des matchs en plus. Il y a le même nombre de points et le même nombre de victoires avec des matchs en moins. Donc la saison est quand même réussie, que le maintien a été acquis à 4 journées de la fin, ce qui n'était jamais arrivé. Ça se jouait toujours jusque-là à la dernière journée. On a tremblé plus d'une fois avec les Panthères. Donc effectivement, il y a une progression qui se met en place. Puis on va rappeler qu'il y a encore 2-3 journées, on pouvait viser les playoffs. C'était faisable, chose qui n'était pas faisable les années précédentes. Et puis donc ce classement est encore susceptible d'évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du volley, que ça soit chez les garçons, mais particulièrement chez les filles, puisque le club de Nancy notamment attend le résultat d'une suspension de points. Ils attendent une requête du CNOSF parce qu'ils auraient fait jouer depuis le début de l'année 2022 une joueuse qui n'aurait pas été officiellement qualifiée. Donc peut-être qu'on parle déjà de 10 points qui seraient supprimés. Donc ça changerait beaucoup de choses au classement parce que Chamalières gagnerait une place tout simplement. Si tous les points se retirent à Nancy, et peut-être même que tous les points acquis par Nancy lors de cette deuxième phase sur les phases retour pourraient être totalement effacés. Alors je pense pas que ça remette en cause le maintien et l'éventuelle descente d'Évreux, mais voilà, un classement là pour l'instant qui est tout ce qu'il y a de plus provisoire, d'autant qu'il y a d'autres affaires un peu plus sales, on va dire, qui se passent dans le monde du volley féminin. Ouais, je vais dire ça de manière polie. En gros, on va dire les choses, puisque les affaires commencent à sortir. Il y a des clubs qui trichent. Je vais pas les dénoncer ici. Je vais pas vous dire qui. Vous verrez tout ça dans la presse et une fois qu'on aura les éléments pour pouvoir le prouver, il y a des clubs qui trichent, clairement, avec les salaires des joueuses, et que ces clubs-là n'ont rien à faire au plus haut niveau, même s'ils ont des noms très connus et un palmarès énorme. Alors que les Auvergnats qui sont très attentifs sur l'argent, eux par contre c'est bien cadré. Il n'y a pas que les Auvergnats, je peux t'assurer que le club d'Évreux aussi est très attentif sur l'argent. Pour en avoir discuté hier avec la présidente, c'est un club qui justement a eu une relégation pour des soucis financiers et qui aujourd'hui fait les choses honnêtement, et se retrouver à la dernière place du championnat et menacé de relégation alors qu'ils ont été sanctionnés pour des choses qui sont faites par d'autres clubs bien plus prestigieux, ça leur met une paire de boules, vous n'imaginez pas comment. Donc croyez-moi qu'ils vont faire tout ce qu'il faut, et Chamalières sera un fort soutien pour ça, pour que les choses sortent et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. C'est ça aussi le sport. Allez, nous on va marquer une première pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, chaque mardi 18h sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook Avec AS à Sport. N'hésitez pas à aller vous abonner. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Johan Connor, et nous aurons 2 invités au téléphone. On va être en compagnie tout de suite du directeur général du MIF, le Moulin Iserfoot, et on aura dans la partie suivante, dans la 3e partie, le coach Stéphane Dieff qui sera avec nous. On reçoit tout de suite le directeur général Frédéric Forestas. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Olivier. Alors Frédéric, parlez-nous de ce club, le MIF. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est quoi l'historique du club? Le Moulin Iserfoot est né donc en 2016 avec des statuts effectifs votés en mai 2018. Donc le club a réellement 4 années d'existence depuis. Alors actuellement le club évolue en National 2. Vous étiez reparti à quel niveau à ce moment-là? À l'époque, déjà en National 2. D'accord, donc ça avait été quoi, une dérogation de la fédération parce qu'il y avait déjà des structures qui existaient? Comment ça s'est passé pour vous placer à ce niveau-là? Alors administrativement, le club était reparti sur le numéro d'affiliation de la S6R qui était à l'époque en National 2. C'était quand même quelque chose de rare d'avoir 2 clubs comme ça, si proches l'un de l'autre, sur un département comme l'Allier, qui est, sans que ça soit péjoratif, ça reste un petit département. On a quand même assez rarement d'autres cas comme ça de 2 clubs qui évoluent pratiquement au même niveau. Oui, tout à fait, surtout qu'on a une agglomération qui regroupe 35 000 habitants à peu près. Donc c'est sûr que c'était un gros exploit d'avoir 2 clubs en National 2, avec chaque club qui a par intermittence évolué en National.
Et donc désormais un seul club sur l'agglo au niveau du soutien des communes avec le Moulin Iserfoot, et puis on a un club voisin, l'Académie, qui travaille également sur les jeunes et qui est en National 3 aujourd'hui. J'imagine que c'est plus simple aussi au niveau des partenaires, plutôt que se diviser entre plusieurs clubs. Là, au moins, ils ont une structure commune où ils peuvent venir investir. Alors, écoutez, notre travail au niveau des partenaires est assez complexe parce que nous avons une agglomération sur laquelle il y a beaucoup d'autres clubs, notamment nos amies féminines du FFY. Mais nous arrivons à tirer notre épingle du jeu avec aujourd'hui 120 partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent notre projet, et toutes les semaines on reçoit de nouveaux soutiens et de nouveaux partenaires nous rejoignent dans l'aventure du Moulin Iserfoot qui souhaite que grandir. Alors, vous les avez cités tous les deux, l'Académie de Moulins, le foot féminin d'Yzeure. Là aussi, quand même, 3 clubs de foot à ce niveau-là, sur cette agglomération, c'est quand même quelque chose d'assez rare. On est vraiment sur une terre de foot. On est sur une terre de foot et on serait sur une terre de foot qui pourrait devenir encore plus fructueuse si on arrivait à travailler tous ensemble de façon pérenne. Voilà, l'union fait la force, c'est bien de le rappeler. C'est quel budget aujourd'hui, Moulin Iserfoot ? Aujourd'hui, le Moulin Iserfoot, c'est un budget de 1 200 000 euros. Donc nous avons aujourd'hui 450 licenciés à date, ce qui fait de nous le plus gros club masculin de l'Allier. En termes de licenciés, on est le numéro 2 derrière Domérat, mais en termes de niveau, on est le plus gros club de l'Allier. On est avec Le Puy et Chamalières la deuxième équipe de l'ex-Auvergne, derrière le Clermont Foot 63. Et donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour l'agglomération et pour tous les partenaires institutionnels et privés qui nous suivent dans cette belle aventure. Alors Johan avait une question. Oui, bonjour. Moi j'avais une question justement par rapport au club de Chamalières, du Puy ou même du Clermont Foot. Vous avez des connexions peut-être sur les jeunes ou même au niveau, je sais pas moi, de l'organisation peut-être de certains événements. Est-ce que vous avez une connexion avec des clubs de la région de votre niveau ou au-dessus de vous ? Et bien justement, on est en partenariat avec le Clermont Foot 63 sur la partie technique au niveau de nos éducateurs jeunes et au niveau du staff des équipes seniors. Et nous avons eu la chance de signer la semaine dernière une convention avec le club du Clermont Foot 63 pour organiser justement des stages délocalisés sur Moulins, du 11 au 15 juillet et du 18 au 22 juillet 2022 pendant les vacances scolaires. Alors justement, cette montée du Clermont Foot l'année dernière en première division, est-ce que ça a eu vraiment un aspect positif et est-ce qu'on sent la différence ? Est-ce ça apporte quelque chose au-delà de l'agglomération clermontoise ? Oui, parce que nous, on voit qu'on a des abonnés, des licenciés et même des partenaires qui suivent le Clermont Foot et qui vont régulièrement au stade, et donc c'est un vrai essor pour le football de notre région ex-Auvergne, donc ça rejaillit positivement sur l'ensemble des clubs. Ça c'est bien de rappeler qu'il y a effectivement tout cet environnement, ça se limite pas à un club. Quand on a un club qui évolue au plus haut niveau, on essaye à la mesure du possible d'en faire profiter un petit peu tout le monde. On en parlera plus en détail tout à l'heure avec le coach, mais le sentiment du dirigeant sur cette saison ? Écoutez, c'est une saison où on a mis en place des moyens pour vraiment faire évoluer le club, que ce soit au niveau de l'équipe de National 2, mais également au niveau des autres équipes seniors et surtout au niveau de notre formation, puisqu'on a vraiment mis l'accent sur le football des jeunes, donc avec l'arrivée de Sylvain Maupas, ancien CTD, qui est devenu le directeur technique du club il y a un peu plus d'1 an. Donc on a vraiment développé ça et ça porte ses fruits aujourd'hui, puisqu'on a quasiment
On a plus de 280 licenciés entre les U6 et les U18, donc ce qui fait c'est une belle réussite pour notre club. On a également beaucoup développé l'aspect féminin, puisqu'on a un groupement avec le club de Bessay-sur-Allier. On a un groupement féminin qui regroupe un peu moins de 90 licenciés à ce jour, entre les U6 et les seniors, donc c'est une belle réussite pour nous. Donc on est satisfait et on développe beaucoup d'initiatives en termes de communication et par rapport à nos partenaires. Donc tous les jours, comme je vous disais tout à l'heure, tous les jours quasiment on a des nouveaux partenaires qui rejoignent notre aventure et ça c'est une vraie satisfaction. On essaie d'être novateur dans tous les domaines et c'est comme ça qu'on continue à construire ce projet. C'est quelle affluence moyenne le Moulin Isère Foot à chaque match? Eh bien, écoutez, on est une moyenne d'environ 1000 spectateurs par match. On s'appuie sur un socle d'abonnés de 100 abonnés sur la saison. Et ce qui fait de nous la plus grosse association en termes de supporters au stade, derrière la Jave et donc sur l'Allier. Et donc nous sommes la première association non professionnelle à accueillir autant de spectateurs sur ces événements. Alors, au-delà de cette saison, ça va être quoi là, les perspectives pour la saison à venir et les saisons suivantes? On travaille à construire l'effectif de la future saison. On travaille également sur notre partie, notre structure éducateur, où on essaie de conserver tous nos éléments et puis de renforcer cette structure pour permettre à nos jeunes d'être formés de façon la plus performante possible. Donc les évolutions sont dans ce sens-là. On ne veut pas se mettre d'objectifs sportifs trop ambitieux. On est ambitieux, mais on sait garder raison. Et donc le travail de la base est le plus important pour nous aujourd'hui, parce qu'on estime que c'est comme ça qu'on pourra pérenniser le club à ce niveau-là. Une montée au niveau supérieur, ça serait envisageable dans combien de temps à peu près? Bon, écoutez, on se fixe pas de date. On sait qu'en travaillant aujourd'hui sur ce qui existe déjà, on peut espérer se mêler à la lutte dans les saisons à venir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'expliquera sans doute le coach tout à l'heure, cette National 2 est un championnat compliqué, puisqu'il n'y a qu'une seule montée. Et donc on a beaucoup d'équipes qui, au début de la saison, ont des ambitions et au final, un seul élu parmi tous ces prétendants. Donc c'est toujours un peu délicat de se positionner sur une ambition sportive sans mettre... on ne souhaite pas mettre une ambition sportive absolue sans mettre au risque de mettre en péril le projet du club. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler au projet de construction du club, de pérennisation du club, de satisfaction de nos licenciés, de nos partenaires privés et institutionnels qu'on remercie tous les jours. Et donc on travaille, on ne se fixe pas d'objectifs précis sur une montée. Très bien, merci beaucoup. Mon invité, le premier pour le Moulin Isère Foot, c'était Frédéric Forestas, le directeur général du MIF Moulin Isère Foot. Et dans la partie suivante, on recevra le coach Stéphane Dieff. Merci beaucoup Frédéric. Je vous remercie de nous avoir invités à notre initiative et c'est vraiment très sympa de votre part de mettre en lumière notre club. Eh ben on est là pour ça ici, on parle de tous les sports, de tous les clubs et c'est toujours un plaisir de faire découvrir à nos auditeurs, certains qui connaissent, d'autres moins, mais on aime parler de tout le monde et de tous les sports, c'est la raison d'être de cette émission. On va marquer une nouvelle pause, on va se retrouver tout de suite après, vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart et Johan Connor. Et nos invités, on a eu tout à l'heure le directeur général du MIF et nous sommes maintenant en compagnie du coach de l'équipe de National 2, Stéphane Dieff. Bonjour Stéphane. Bonjour.
Alors Stéphane, on va commencer par une question simple. Présentez-vous et expliquez-nous, rappelez-nous un petit peu votre parcours dans le monde du football. Alors, je suis formé au Clermont Foot initialement. Je suis passé par le Stade Clermontois, le CFC, puis le Clermont Foot à sa création. J'ai joué sous les ordres d'Alain Ollier à l'époque en National 2. Avant de rejoindre le centre de formation du Montpellier Hérault, je venais de faire mes 18 ans. J'ai eu la chance d'y remporter la Gambardella. Et puis, après multiples opérations des ligaments croisés, je me suis orienté vers une vie professionnelle plus traditionnelle, on va dire, tout en continuant de jouer au foot à un bon niveau. Et j'ai signé à l'AS 6h qui était à l'époque en CFA2. Et puis on est monté jusqu'en national et j'ai fini ma carrière de joueur au RC Vichy en tant qu'entraîneur-joueur. Voilà pour un descriptif le plus rapide et concis possible de ma carrière de footballeur. Et je suis actuellement entraîneur du Moulins Foot depuis 6 ans à ce jour. Alors on rappelle le club qui évolue en National 2, on a parlé de la CFA2, il y a eu des changements dans les championnats, dans les divisions, des changements d'appellation, mais c'est à peu près le même niveau, c'est bien ça hein? Oui, nous, National 2, c'est le niveau CFA à l'époque, c'est la 4e division nationale. Voilà, ça au moins c'est le plus simple et c'est clair pour tout le monde. Depuis combien de temps le club évolue à ce niveau ? Alors nous, on représente 2 entités aujourd'hui, à la fois la ville de Moulins et la ville d'Yzeure. C'est vrai que c'est assez historique, ça fait une 20aine d'années que l'agglomération est représentée à cet échelon-là, en ayant connu 2 apparitions au niveau national, du côté de l'AS Moulins, 2 fois même, et du côté de l'AS Yzeure, une saison équipe dans laquelle j'évoluais à l'époque. Alors, c'est un niveau très dense, cette National 2. On retrouve beaucoup de jeunes joueurs, notamment, qui ont été dans des centres de formation de sport, de clubs professionnels. Oui, on trouve des jeunes joueurs qui sont issus des centres de formation. On trouve aussi beaucoup de joueurs ayant évolué à des niveaux supérieurs. Il n'est pas rare qu'il y ait régulièrement des joueurs qui ont un joli CV, on va dire, avec beaucoup de matchs, pas mal de matchs, en tous les cas en Ligue 2. C'est un niveau dense, compliqué, parce que on a des moyens d'amateurs avec des exigences, on va dire, du monde professionnel. On est un petit peu à la croisée des chemins, donc c'est ce qui crée la complexité de ce niveau-là. On est obligé d'avoir un investissement vraiment très élevé pour pouvoir performer, tout en s'adaptant sans cesse à diverses contraintes. Alors on en est où aujourd'hui là dans ce championnat de National 2 est-ce qu'on est dans les objectifs? On est en dessous ou on est au-dessus? On est un petit peu déçus, pour rien vous cacher, parce qu'on a quand même une équipe, une belle petite équipe de ce niveau-là. Je pense qu'on a loupé une ou 2 rencontres qui ont laissé des traces. Et aujourd'hui, on est 6e, alors ce qui est sur 16, ce qui est tout à fait honorable au regard de nos moyens financiers. Et de la difficulté du groupe dans lequel on se trouve. Mais on aimerait être un petit peu plus haut, parce que je pense clairement qu'on a les moyens. Pourquoi on n'y est pas? Peut-être parce qu'on manque un peu de maturité aujourd'hui. On a de jeunes joueurs vraiment intéressants sur le plan sportif, mais il nous manque peut-être un petit peu de, comme on dit dans le milieu, de vieux briscards pour tenir un petit peu la maison quand il y a besoin. Alors, le club a jamais caché ses ambitions d'aller jouer un peu plus haut. Est-ce que c'est un objectif qui est réalisable, je sais pas, d'ici 1 an ou 2 ou à plus long terme? C'est toujours compliqué. Annoncer une montée sur ce niveau-là, c'est vraiment compliqué. Il y a énormément d'équipes dans chaque groupe qui peuvent envisager la montée. Nous, aujourd'hui, à notre niveau, l'idée vraiment, c'est de terminer à chaque fois le plus haut possible, de se fixer des objectifs à la fois élevés mais réalistes. Parler de montée, pour nous, serait quand même, je pense, un peu présomptueux. Par contre, à nous de savoir mettre en place la qualité de travail, l'exigence de travail nécessaire pour que finalement la conséquence de notre travail se traduise peut-être un jour par une belle surprise. Mais en tous les cas, nous on se doit de travailler dans la sérénité, construire pas à pas le club, continuer à le faire grandir, le faire évoluer. On est plutôt sur la bonne voie en tous les cas actuellement. Alors on est au lendemain d'une défaite face aux Herbiers à domicile sur le score de 1-0. Qu'est-ce qu'il a manqué sur ce match justement? C'est là qu'on retrouve ce manque de maturité dans le groupe?
Peut-être pas sur ce match-là, parce je pense que simplement on a loupé notre entame. Alors oui, peut-être c'est un peu ça aussi. Peut-être que d'avoir un peu plus de leadership au sein du groupe permettrait d'aborder ces rencontres d'une meilleure manière. Je pense surtout qu'on a évolué face à une très belle équipe et que malheureusement on a mis un peu de temps à rentrer dans le match. L'ouverture du score des Herbiers a sonné un petit peu notre révolte, mais malheureusement on a manqué un peu de réussite pour pouvoir égaliser. Et voilà, c'est une déception parce qu'aujourd'hui on s'éloigne vraiment clairement de la tête du groupe. Mais il va falloir qu'on se refixe rapidement des objectifs, à savoir terminer entre la 3e et la 6e place, le plus haut possible sera le mieux, parce que c'est nos meilleurs classements de ces dernières saisons, c'est 3e, donc l'idée ça serait de s'en rapprocher au maximum. Alors je parlais des Herbiers tout à l'heure, pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être un nom qui leur évoque quelque chose, parce que c'est une équipe, un club qui a eu un parcours en Coupe de France il y a quelques temps. Moi j'ai un peu le sentiment que ce club du MIF, du Moulin Iser Foot, c'est le profil type du petit poussé qui pourrait faire un parcours en Coupe de France. Est-ce que ça fait aussi partie des objectifs chaque année ? Oui, mais c'est aléatoire. Donc, vous voyez, cette année finalement on a perdu à Vénissieux contre une régionale 1, mais en soi c'était peut-être le pire tirage qu'on puisse avoir, parce que c'est une région, c'est une équipe de la région lyonnaise où le niveau est très élevé, dans un contexte en plus particulier. On a fait, il y a 4 ans, on était en 32e de finale contre Monaco, on avait fait bonne figure. Il y a eu aussi, par le passé, que ce soit à l'AS Moulin ou à l'AS Iser, des jolis parcours en Coupe de France. C'est un peu historique même sur l'agglomération. Il y a un petit peu cette habitude de faire des parcours. Nous, c'est vrai que sur les 2-3 dernières années, on a été moins performants sur la Coupe de France. C'est toujours un regret parce que on peut créer vraiment des belles émotions, des jolis souvenirs, mais c'est aussi, on le sait, très très aléatoire. Alors on va se projeter un petit peu vers l'avenir. Justement, est-ce que le profil de l'équipe de la saison prochaine commence déjà à se dessiner ? Est-ce que c'est vous qui choisissez les joueurs ? Est-ce qu'il y a tout un staff avec vous pour le recrutement ? Comment ça se passe ? Alors c'est un petit peu tôt pour se projeter sur l'effectif parce qu'il reste encore quand même 8 matchs, excusez-moi. Donc c'est encore un tout petit peu tôt. Bon, on a des tendances, bien sûr qu'on commence à y réfléchir. Concernant le recrutement, oui, c'est moi-même qui emmène la quasi-totalité par mon réseau, par le visionnage, parce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir récupérer beaucoup d'images. Notre division est filmée, donc on a la chance d'avoir pas mal d'images. Donc c'est moi qui gère tout ça. C'est pas la partie la plus évidente même à gérer. C'est beaucoup de coups de fil, beaucoup de négociations. Bon, après il y a mon président et mon directeur général qui interviennent bien sûr dans les négociations avec les joueurs, mais sur le plan sportif purement profil de joueur, oui, c'est moi qui gère tout ça. Et comment on fait pour attirer des joueurs à Moulins ? Parce que c'est des problématiques qu'on a souvent évoquées dans cette émission, que ce soit pour des clubs de l'Allier ou du Puy-de-Dôme. Parfois, les sportifs ont du mal tout simplement à nous situer sur la carte. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur va venir à Moulins plutôt que dans un autre club ? J'imagine qu'il faut un projet sportif assez fort quand même. Nos derniers classements, déjà, c'est la chose qui nous valorise le plus. L'historique aussi, parce que c'est un club qui à ce niveau-là est reconnu maintenant depuis de nombreuses années. Comme on a été bien classé sur les 2-3 dernières saisons, c'est vrai que on n'est pas inconnu à ce niveau-là. On fait même partie des clubs un peu références, même si on n'est pas le club qui avons le plus de moyens. Donc après, qu'est-ce qui fait venir les joueurs ? C'est évidemment ce qu'on peut leur proposer. Certains viennent aussi parce qu'on a encore nous quelques joueurs qui travaillent. On fait partie encore de ces rares clubs qui avons quelques joueurs qui travaillent à côté du foot. Donc souvent, il n'y a pas une négociation qui se ressemble, on va dire. C'est à la fois compliqué, mais très intéressant à mener. Alors pour conclure, Stéphane, nous la radio est située à Chamalières et le FC Chamalières est dans votre poule de National 2. Est-ce que ce derby, c'est un match particulier qu'on coche en début de saison, qu'on prépare d'une manière différente ou ça reste un match comme les autres ? Il y a une petite notion régionale parce qu'on se connaît tous.
Beaucoup de joueurs se connaissent. Maintenant, moi, être dans une notion de derby, quand on a connu les derbys Moulin-Isère, on en est quand même très loin. Voilà. Ici, il y a cet historique du derby quand même qui est très prononcé. Évidemment, contre Chamalières, il y a une petite saveur particulière parce que c'est des régionaux au même titre que nous. Donc voilà, mais pour moi, on est loin de l'ambiance d'un derby dans tous les cas. Et oui, c'est vrai que là, pour le coup, Moulins, c'était une vraie ville de derby, parce que c'est un mot qu'on galvaude un petit peu. Un derby, c'est un match entre deux clubs de la même ville, en théorie. Et là, c'était vraiment le coup. En tout cas, Moulins, une vraie ville de foot et une vraie ville de sport, ça c'est clair. Merci beaucoup, Stéphane. On vous souhaite bonne chance pour la fin de la saison, et puis le meilleur pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, nous on va poursuivre. Là, on va marquer une dernière pause et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec AS Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. C'est l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, on a parlé basket, on a parlé volley, on a parlé foot avec nos invités. Et dans le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, on va parler foot gaélique. Et pour ça, je vais avoir quelqu'un qui va beaucoup mieux parler que moi du foot gaélique. C'est Gauthier du foot gaélique de Clermont. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Olivier. Alors Gauthier, rappelle-nous rapidement ce qu'est le foot gaélique. On vous avait déjà reçu dans l'émission, mais pour ceux qui auraient raté l'émission, on les punira fortement, mais en attendant, ils auront une session de rattrapage. Rappelle-nous ce qu'est le foot gaélique. Alors, pour cette session de rattrapage, le football gaélique, c'est un sport irlandais. C'est le sport national en Irlande qui mélange principalement le foot et le rugby avec quelques règles de handball et de volley. Voilà, ça se joue sur un très très grand terrain qui fait environ 150 mètres de longueur. En Irlande, on joue en 15 contre 15. En France, on a plutôt l'habitude de jouer soit à 9 contre 9, soit à 11 contre 11. C'est un sport qui est très complet, très rapide. On joue soit à la main, soit au pied. Et on vient marquer 3 points dans un but de foot et 1 point dans le prolongement des poteaux, voilà, comme le système du rugby. Et là, c'est 1 point. Voilà, c'est un sport qui est encore un petit peu méconnu en France, mais on compte cette année 25 équipes. Ça se démocratise et voilà, ça attire de plus en plus de public en France et partout dans le monde. Alors c'est vrai que dit comme ça paraît, c'est difficile de se représenter et de s'imaginer un match de foot gaélique. Donc le plus simple, c'est de venir voir à quoi ça ressemble. Et justement, vous allez organiser un tournoi prochainement. Oui, exactement. On organise le samedi 26, donc samedi prochain, une manche du tournoi fédéral féminin. Ça se passe à Clermont. Voilà, donc on reçoit les meilleures équipes féminines de France, notamment Paris, Angers, Toulouse, Bordeaux, Lyon. Les filles sont sur une excellente lancée. Le mois dernier, c'est la ville de Strasbourg qui a accueilli un tournoi féminin. Les Bougnates ont terminé à une très très belle 3e place, donc très encourageant pour la suite de la saison. L'événement en lui-même commence samedi à 9h et s'étale sur toute la journée. C'est un événement qui est gratuit, libre d'accès pour tout le monde, pour tous les curieux et les curieuses, jeunes comme moins jeunes. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on accueille tout le monde autour du sport, des belles valeurs de ce sport, et puis pourquoi pas un petit café ou une petite bière pour discuter de tout ça. Ça se passe au stade Le Clancher, de 9h à, on va dire 16h30, 17h. Vous pouvez retrouver les informations sur l'événement Facebook. On est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et depuis pas très longtemps sur notre tout nouveau site internet tout neuf, clermontgaélique.fr. Et ben voilà, c'est complet. On va rappeler le jour, l'heure et le lieu, et comme ça, on aura tout dit 2 fois et on pourra venir voir et découvrir le foot gaélique. Le 26 mars, samedi 26 mars, au stade Le Clancher à Clermont-Ferrand, à partir de 9h. Merci beaucoup Gauthier et bonne chance et bon courage pour ce tournoi. Merci beaucoup, c'est gentil.
Voilà, merci beaucoup Gauthier. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce week-end le foot gaélique. Allez, nous on va terminer avec notre traditionnel quiz. La bagarre, la guerre, le duel. Bon, on va éviter le terme de guerre en ce moment, c'est pas trop le terme adéquat. Donc le duel entre Léa et Johan. On vous rappelle le principe, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec AS à Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission et le décompte final. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Léa, t'es prête ? Prête. Allez, question de rapidité. On n'a pas pu trop en parler parce que c'était la période où il n'y avait pas d'émission, mais les Jeux paralympiques se sont tenus là, durant ces 15 derniers jours. Je vous avais demandé, avant le petit break de l'émission, à quelle place avait terminé la France aux Jeux de Pyeongchang. Je vais vous demander à quelle place a terminé la France aux Paralympiques de Pékin. 6e. Au tableau des médailles. Non, pas 6e. 4e ? 4e, oui. Le premier point pour Léa. 4e, c'est comme à Pyeongchang, c'était 4e, mais alors avec beaucoup moins de médailles. Il y a eu 20 médailles en Corée, seulement 12 là, 7 en or, c'est autant de titres olympiques que sur la précédente Olympiade, mais seulement 3 en argent et 2 en bronze. On enchaîne avec la question record, vous me donnerez chacun une réponse. Le plus proche gagnera. On va parler rugby. Le tournoi Destination s'est achevé. Et de quelle manière ? J'imagine que tu n'as pas raté ça, Johan, ce beau grand chelem. Je rate jamais une occasion de massacrer les Anglais. Ah, ça c'était bon. Hein. Ah ouais. Ça c'est clair. Et ben je vais vous demander, donc c'est Johan qui donnera la première réponse, quel est le record d'essais marqués pendant un match du tournoi des 6 nations ? Les deux équipes confondues. Les deux équipes confondues ? Oui, le nombre d'essais maximum, le record du nombre d'essais sur un match. Johan. 13. Léa. 17. 17. C'est Johan qui gagne, c'est 12. C'est 12. Et c'est pas un France-Irlande ? Non, c'était un France-Angleterre en 2015. Okay. 12 essais. Ça fait un partout. Question d'actualité sportive locale. Ça sera une question de rapidité. Je vais vous demander quel était l'adversaire du HBCAM vendredi dernier. Et oui, je sais, c'est les questions pièges. Hein. Eh ben écoute, c'était le leader. Je dirais Banque. Banque. Je donne rien moi. C'était le leader ? C'est le leader, oui. Ouais, une équipe du Nord. Là, on montre à tout le monde que non seulement on n'a pas suivi, et mais que je l'ai écrit. Hein. Je sais. Mais je me rappelle plus, mais je l'ai écrit. J'ai vu ton article. Je suis en train de tricher. Allez, non, ne triche pas. Je vais vous donner la réponse. C'était Saint-Amand. Porte du Hainaut. Les eaux, Saint-Amand-les-Eaux. Voilà, Saint-Amand-les-Eaux, porte du Hainaut. Saint-Amand-les-Eaux, là. C'était ça, ouais. Allez, pas de points. Premier au classement, non ? Premier au classement, oui. Et donc, les Volcaniques qui se sont inclinés face au leader sur le score de 21 à 29. Je précise qu'on suit le HBCAM régulièrement, hein, d'accord. Il y a encore un article très récent, mais c'est que là, on a eu un trou de mémoire. Voilà, mais ça arrive. Hein. Et puis effectivement, tu fais bien de le rappeler, n'hésitez pas à aller redécouvrir tous les articles de tous les clubs et de tous les sports dans l'application Clermont Sport. Et je confirme effectivement qu'il y avait un article ce week-end, c'est pour ça que je voulais vous poser cette question. Et ben vous êtes tombé dans le piège. Question avec AS à Sport, là aussi c'est une question de rapidité. Qui a donné le coup d'envoi du match VBCC Évreux ? Renaud Lavillenie. Ouais, le point pour Léa, bien vu. Il y en a une qui écoute. Hein. Elle fait les articles et elle écoute. Ça, c'est fabuleux. Il n'y a que les femmes qui savent faire deux choses en même temps. C'est que le cerveau féminin est mieux irrigué. Eh oui, je pense, oui. Allez, on va terminer avec le décompte final. C'était la reprise ce week-end de la Formule 1. Et donc, on va parler Formule 1. Je vais vous demander... Charles Leclerc, à Bahreïn. Non. Je vais vous demander de me retrouver les 10 premiers motoristes. On parle bien de motoristes et pas d'écurie. Donc, on parle de moteurs qui ont gagné le plus de grands prix depuis le début de la Formule 1 en 1955, si ma mémoire est bonne. Donc, les motoristes qui ont remporté le plus de grands prix. Johan, c'est toi qui commences puisque tu es mené. Rolls-Royce, peut-être ? Non, il n'y a pas Rolls-Royce. Ferrari, bien sûr, c'est le premier. 236 grands prix remportés par la Scuderia. 237 depuis hier. Mercedes, qui est troisième. Mercedes avec 173 grands prix. Ça fait 3-1. Léa. Renault, oui. Renault est quatrième avec 168 grands prix. 4-2. Ford, oui. Ford Cosworth, qui est deuxième avec 176 grands prix. C'est que des noms connus, il y en a 2 compliqués, je pense que vous ne les trouverez pas, mais les autres des marques connues. Hein. Honda, bien sûr. Honda, 72 grands prix à leur actif. Lamborghini ? Non, il n'y a pas Lamborghini, mais il y a un Italien. McLaren ? Non, ça, McLaren, c'est l'écurie. Aston Martin ? Il n'y a pas Aston Martin, mais
il y a... Non, j'allais dire, il y a des Anglais. Si, il y a deux écuries anglaises, mais qui sont compliquées à trouver. C'est pas forcément des noms connus et ça remonte un peu, ça, ceux-là. C'est pas Alfa Romeo? Il y a Alfa Romeo, ouais. Johan, bien vu. Ça fait 5-3. Léa. Il nous reste 2 Allemands très connus. Volkswagen? Non. Je vais faire une blague là, mais je pense qu'on aura des problèmes. Après, je vais pas la faire. On la coupera? Ouais, j'allais dire Panzer, mais bon, c'est pas ça. Alors non, pas Panzer. Alors Volkswagen, t'étais pas loin parce que le créateur de Volkswagen c'est pas Audi, a créé sa propre marque après. Celui qui a dessiné la Volkswagen, la coccinelle. Oui, il a créé quoi? Une marque très 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 connue. Une marque allemande? Allemande, oui. BMW? Alors il y a BMW, donc je vais t'accorder le point. BMW, ça fait 5 partout. C'est pas Audi? Non, c'est pas Audi. BMW, c'est 20 victoires. Je dis Mercedes. En Grand Prix, c'est Aléa de répondre. On est à court des marques allemandes, là. Une marque, je vais donner un gros indice. Stuttgart. Oh, ça m'aide pas. La voiture de sport allemande par excellence. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Attends, mais on est teuteux ou quoi? Audi, si je vous dis Ferdinand, le prénom du créateur de cette marque, je vais donner un autre indice, je vais donner un modèle, la 911. À Porsche? Eh ben oui, Porsche, bien sûr. On a dû se faire insulter là. Mais j'espère bien, oui, vous le méritez. On doit dire Porsche dans la voiture, calmez-vous, concentrez-vous sur la route. Ça fait 6-5. Allez, les derniers, je pense que les derniers sont vraiment compliqués. Porsche, c'est 25 victoires, je crois pas l'avoir dit. Il y avait Climax. Alors là, celle-là, je savais même pas qu'elle existait. Non. Et il y avait BRM, qui était une marque anglaise. Allez, c'est Johan, là, sur le fil, qui est venu te coiffer au poteau, Léa, et qui remporte ce quiz. Il va encore pouvoir dire qu'il est invaincu et invincible cette année. J'ai été battu. La seule fois de la saison où on m'a battu, c'était 2 contre 1. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc ça va, l'honneur est sauf. Allez, nous on va se quitter. Merci à vous deux. Merci à nos invités d'avoir été présents au téléphone. Merci à vous de nous avoir été fidèles après ces 2 petites semaines de break. Je vais pas dire de vacances parce que ça n'en était pas vraiment, mais c'était une petite pause en tout cas pour l'émission. Nous on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, la rediff c'est demain à 20h, le podcast jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. Nous on se retrouve mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.